Je m'appelle Declan. J'ai 38 ans, je suis père célibataire et, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai été la fondation invisible sur laquelle cette famille a bâti son ego. Vous connaissez probablement la dynamique, chaque famille toxique a son enfant chéri et son bouc émissaire. Corbin était l'enfant chéri. Il était plus âgé, plus bruyant et possédait le talent de faire passer ses échecs pour la faute de quelqu'un d'autre. J'étais le silencieux, le gars qui gardait la tête basse et essayait juste de traverser la journée. En grandissant, nos parents ont clairement fait comprendre qui comptait. Corbin était félicité pour sa simple participation, j'étais critiqué quand je gagnais. C'est une sorte de lavage de cerveau subtil, le genre qui vous fait croire que vous êtes toujours à une erreur d'être expulsé de la tribu. Le restaurant était situé en centre-ville, l'un de ces endroits où l'éclairage est si faible qu'il faut une lampe de poche pour lire le menu, et où les serveurs vous traitent comme si vous passiez un entretien d'embauche. Corbin nous avait invités pour célébrer les 10 ans de ses jumeaux. L'invitation était un SMS envoyé 3 semaines plus tôt nous disant de bien nous habiller parce que l'endroit avait un code vestimentaire strict. J'avais acheté un nouveau blazer à Arlo pour l'occasion. Il était tellement excité, il adore ses cousins et il va rarement dans des endroits qui n'ont pas de service au volant. Entrer dans cette pièce privée et réaliser qu'il y avait exactement 8 chaises pour 8 personnes et qu'aucune ne nous était destinée a été comme se heurter à un mur de briques. Corbin avait tout orchestré. L'air suffisant sur son visage m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ce n'était pas une erreur de réservation, c'était une démonstration de pouvoir. Il voulait étaler sa réussite devant ses amis, et une partie de ce spectacle consistait à prouver qu'il pouvait traiter son jeune frère comme un déchet sans aucune conséquence. Arlo m'a regardé, ses yeux grands ouverts et incertains. « Papa, est-ce qu'ils nous ont oubliés ?» a-t-il chuchoté. L'innocence dans sa voix m'a presque brisé le cœur. J'ai regardé Mav, qui buvait maintenant son eau en faisant comme si nous étions le personnel engagé interrompant sa soirée. « Non, mon grand », ai-je dit en gardant une voix stable. « Ils ne nous ont pas oubliés. Nous allons juste trouver un meilleur endroit. » Je nous ai fait faire demi-tour et nous sommes sortis de la pièce vitrée. Mon cœur martelait contre mes côtes. J'avais passé toute ma vie à ravaler ma fierté pour maintenir la paix. J'avais laissé passer des choses parce que je croyais que la famille devait rester unie même quand elle vous traitait comme de la terre. Mais me le faire à moi était une chose, le faire à mon fils était la ligne rouge. J'en avais fini d'être le dindon de la farce des plaisanteries arrogantes de Corbin. Je ne savais juste pas encore exactement comment j'allais réécrire le scénario. Pour comprendre pourquoi se camoufler au restaurant a fait si mal, il faut traverser le musée de la douleur qu'ont été mon enfance et le début de ma vie d'adulte. Ce n'était pas un incident isolé, c'était une vie entière de rebuffades délibérées et calculées. Commençons par la trahison financière. Quand j'avais 22 ans, je payais mes études universitaires en travaillant de nuit dans un entrepôt logistique. Je vivais de nouilles instantanées et de café, économisant chaque centime pour acheter une voiture d'occasion fiable afin de ne pas avoir à prendre 3 bus pour aller travailler. Un après-midi, j'ai reçu un appel d'une agence de recouvrement. Ils m'ont dit que j'avais 3 mois de retard sur les paiements d'une moto. Je ne possédais pas de moto. Je n'avais même pas le permis pour cela. Il a fallu 2 jours d'appels téléphoniques frénétiques pour comprendre que Corbin avait utilisé mon numéro de sécurité sociale pour souscrire un prêt de 8 000 $ pour une moto de sport. Quand je l'ai confronté, il a ri. « Allez, Dec », a-t-il dit en enlevant une peluche de sa chemise. Mon crédit était temporairement bloqué. « Je suis solvable, tu le sais, je te rembourserai. » Il ne l'a jamais fait. Il a roulé sur cette moto pendant un été, l'a encastrée dans une clôture et m'a laissé gérer l'addition. Quand je suis allé voir notre mère, Rosalyn, en la suppliant de m'aider parce que cette dette ruinait mon score de crédit et m'empêchait d'obtenir un appartement, elle a soupiré lourdement. « Ton frère est sous beaucoup de pression en ce moment, Declan », m'a-t-elle dit, sans même lever les yeux de ses mots croisés. « Tu dois être la personne la plus mûre. Porte le fardeau pour la famille. » J'ai donc pris un 3e quart de travail. J'ai déchargé des camions de minuit à 6 heures du matin pendant 2 ans pour payer une moto sur laquelle je n'étais jamais monté. Puis il y a eu le favoritisme matériel, c'était pratiquement une tradition familiale. Quand Corbin a eu 18 ans, nos parents lui ont acheté une berline neuve. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu une poignée de main et une montre bon marché qui s'est cassée 3 semaines plus tard. Mais je pouvais gérer cela. Ce que je ne pouvais pas supporter, c'était la façon dont cette injustice générationnelle retombait sur les enfants. Le Noël dernier,
les fils de Corbin ont ouvert d'énormes cartons contenant les toutes dernières consoles de jeux offertes par ma mère. Arlo, mon enfant si doux et brillant, a reçu un jeu de Lego d'occasion et poussiéreux venant d'une friperie. Il n'avait même pas la boîte d'origine et la moitié des pièces manquaient. Arlo, étant l'enfant formidable qu'il est, a souri et a remercié sa grand-mère, mais j'ai vu la déception dans ses yeux. L'exposition la plus récente de ce musée, celle qui a vraiment préparé le terrain pour le désastre de ce soir, s'est produite le mois dernier. Arlo est un lanceur de baseball doué, il vit et respire pour ce sport. Il y avait un camp d'été prestigieux pour lequel il s'entraînait depuis 1 an. J'ai soumis la candidature tôt, payé la compte, et nous attendions juste la confirmation finale. Le fils de Corbin, qui déteste le baseball et ne joue que parce que Corbin l'y force, a également postulé, mais a manqué la date limite. Au lieu d'accepter cela, Corbin a utilisé ses relations et il joue au golf avec le directeur du camp. La chose suivante que je sais, c'est que la place d'Arlo est mystérieusement annulée en raison d'une erreur administrative, et le fils de Corbin est soudainement inscrit. Quand j'ai posé des questions à Corbin à ce sujet, il a simplement haussé les épaules, la vie est une question de réseau, petit frère. Apprends à ton gamin à mieux se débrouiller. Il a enlevé le rêve de mon fils juste pour que son enfant ait une médaille de plus à son palmarès, ce dont il ne se souciait même pas. Je n'ai jamais parlé de ces choses à personne. Je les ai enterrées. J'ai gardé la tête basse, travaillé dur et fini par créer ma propre entreprise de conseil en chaîne d'approvisionnement. Je l'ai bâtie à partir de zéro en utilisant tout ce que j'avais appris dans ces entrepôts. Je ne conduis pas une voiture voyante et je ne porte pas de costume sur mesure pour les dîners de famille, mais je suis à l'aise, très à l'aise. Corbin suppose que je suis toujours le gars de l'entrepôt en difficulté parce que je ne me vante pas. Il a besoin que je sois un échec pour pouvoir se sentir comme une réussite. Alors que je me tenais dans le couloir de ce restaurant en tenant la main d'Arlo, le poids de tous ces souvenirs s'est effondré sur moi. Corbin avait dépassé les bornes. Il avait humilié mon fils devant des inconnus. Je n'allais pas laisser passer ça. L'ère de Declan la paillasson était officiellement terminée. J'ai conduit Arlo vers l'avant du restaurant. Le hall bourdonnait de gens qui attendaient des tables, l'air épais du parfum coûteux et de la viande grillée. J'essayais de trouver le moyen le plus rapide d'obtenir un taxi pour rentrer à la maison et peut-être sauver la soirée avec une pizza et un film. J'étais en colère, oui, mais j'étais surtout épuisé. Épuisé d'essayer de m'intégrer dans une famille qui ne voulait clairement pas que j'existe, sauf quand elle avait besoin de quelqu'un à regarder de haut. « Papa, est-ce qu'on rentre à la maison ?» a demandé Arlo, sa voix toute petite. Je me suis arrêté près du vestiaire et je me suis agenouillé pour être à la hauteur de ses yeux. « Écoute-moi, Arlo. Ce qui s'est passé là-dedans n'a rien à voir avec toi. Certaines personnes ne savent simplement pas être gentilles. Nous allons aller ailleurs. Quelque part où l'on veut vraiment de nous. » Juste au moment où je me relevais, une voix grave et puissante a résonné depuis le comptoir d'accueil. « Declan. Eh bien, ça alors. C'est toi. » Je me suis retourné et j'ai vu Thaddeus. C'était une montagne d'hommes dans la fin de la soixantaine, avec une épaisse barbe argentée et un costume sur mesure qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Thaddeus était le propriétaire du groupe de restauration qui gérait cet endroit ainsi que 5 autres établissements haut de gamme dans la ville. Plus important encore, il était mon client. Il y a 2 ans, au plus fort de la crise de la chaîne d'approvisionnement, son empire de la restauration perdait énormément d'argent en raison de défaillances logistiques. Je suis intervenu, j'ai restructuré tout son système d'entreposage et de livraison, et j'ai essentiellement sauvé son entreprise de la faillite. Nous avions travaillé étroitement pendant des mois, et cet homme respectait le travail acharné plus que tout au monde. Thaddeus s'est approché, un immense sourire aux lèvres, et m'a pris dans une étreinte à m'en couper le souffle. « C'est tellement bon de te voir, mon garçon » a-t-il rugi, attirant les regards de la foule en attente. « Qu'est-ce qui t'amène dans mon établissement phare ?» J'ai réussi à esquisser un sourire poli. Thaddeus a froncé les sourcils, ses sourcils fournis se fronçant. « Un problème de placement ici ? Inacceptable. Qui est ton frère ? » J'ai fait un geste vague vers le fond du restaurant. « Corbin, il est dans la salle privée B. Il a réservé pour 8, mais j'imagine qu'il a oublié de nous compter, mon fils et moi. » Thaddeus m'a regardé, puis a regardé Arlo, puis s'est tourné vers le couloir menant aux salles privées. Son expression s'est durcie. C'était un homme d'affaires avisé, et il savait lire une pièce mieux que quiconque.
Il n'a pas demandé de détails, il n'en avait pas besoin. Il a reconnu le manque de respect quand il l'a vu. Ta famille est dans la salle B, a-t-il demandé, sa voix descendant à un grondement sérieux. Ce bocal à poisson en verre au fond? Ouais, ai-je hoché la tête. C'est bon, Thaddeus. Nous allons juste dîner ailleurs. Absurde, a tranché Thaddeus, en levant une main massive. Cette pièce est faite pour les gens qui veulent donner l'impression d'avoir de l'argent. Il s'est penché plus près, posant une main sur mon épaule. Ta place est à ma table. Avant que je ne puisse protester, Thaddeus a claqué des doigts. Le maître d'hôtel s'est précipité immédiatement. Préparez le carré du propriétaire sur la mezzanine, a ordonné Thaddeus. Dites au chef exécutif que Declan et son fils sont là. Ils ont le menu dégustation. Les meilleures pièces de la maison. Le maître d'hôtel a hoché la tête frénétiquement et s'est précipité. Thaddeus a souri à Arlo. Tu aimes le steak, jeune homme? Les yeux d'Arlo se sont agrandis et il a hoché la tête vigoureusement. Bien, Harry Thaddeus. Parce que ce soir, tu manges le meilleur steak de la ville. Thaddeus nous a escortés personnellement en haut d'un grand escalier menant au niveau de la mezzanine. Cette zone était coordonnée au public, c'était un balcon semi-privé avec des sièges en cuir moelleux, de lourdes tables en acajou et une vue panoramique sur toute la salle à manger principale. Et directement en dessous de nous, parfaitement visible à travers le verre acoustique, se trouvait la salle privée B. Je pouvais voir Corbin faire son show, riant fort. Complètement inconscient du fait que le frère qu'il venait de mettre à la porte était maintenant assis à la meilleure table de l'établissement. La roue tournait et Corbin n'avait aucune idée qu'il nageait en eau trouble. Le contraste entre notre table et celle de Corbin était presque poétique. En bas, dans la salle B, l'éclairage était cru, rebondissant sur les murs en verre. J'ai regardé Corbin jouer pratiquement la comédie pour ses amis, agitant les mains, parlant par-dessus les gens, s'assurant que tout le monde sache qu'il était le centre d'attention. Il buvait du vin maison ordinaire et, d'après l'apparence des assiettes que les serveurs apportaient, ils avaient commandé les plats les moins chers du menu, quelques salades de base, des plats de poulet. C'était un coup classique de Corbin, réserver la salle chic pour le statut, mais économiser sur l'expérience réelle pour garder quelques dollars. Là-haut sur la mezzanine, c'était un autre monde. C'était calme, isolé du fracas du rez-de-chaussée. Le service était impeccable. Nous n'étions pas traités comme des clients, nous étions traités comme des rois. Le sommelier a apporté une bouteille de vin rouge vintage pour moi, offerte par Thaddeus, et a versé à Arlo un soda artisanal avec une garniture ridicule qui l'a fait rire. Puis est venue la nourriture. Le chef exécutif lui-même a livré nos plats principaux, 2 énormes morceaux de bœuf wagyu à 5 saisis à la perfection, accompagnés de pommes de terre aux truffes et d'asperges rôties. Arlo a pris une bouchée de son steak et a fermé les yeux. « Papa » a-t-il mormonné en mâchant joyeusement, « c'est la meilleure chose que j'ai jamais goûtée. » J'ai souri en buvant une gorgée de mon vin. « Je suis content, mon grand. Tu le mérites. » Vers le milieu de notre repas, j'ai remarqué un mouvement en bas. Corbin s'était levé de sa table, se dirigeant probablement vers les toilettes. Alors qu'il traversait la salle à manger principale, ses yeux balayaient la pièce, cherchant probablement à voir si quelqu'un le reconnaissait. Puis, il a levé les yeux. J'ai vu le moment exact où son cerveau a enregistré ce qui le regardait. Il s'est arrêté net près de la base de l'escalier. Il m'a fixé, assis dans le carré en velours, tenant un verre de vin en cristal avec mon fils, entamant un repas qui coûtait plus cher que la mensualité de sa voiture. Je n'ai pas détourné le regard, j'ai simplement levé mon verre légèrement dans un toast silencieux et moqueur. Le visage de Corbin s'est empourpré. Il a regardé autour de lui, clairement confus quant à la façon dont le frère qu'il venait de bannir sur le trottoir occupait maintenant la section VIP de la section VIP. Il ne pouvait pas le supporter, son ego ne pouvait pas laisser passer cela. Il a gravi les marches, ignorant la corde de velours, et s'est approché de notre table. « Eh bien, a dit Corbin, s'appuyant lourdement sur le bord de notre banquette, essayant d'avoir l'air décontracté, mais échouant lamentablement. Ses yeux ont balayé le festin sur notre table. « Je vois que tu as réussi à mendier une place correcte. » J'ai essuyé ma bouche avec une serviette en lin et je l'ai regardé calmement. « Je n'ai pas mendié, Corbin. J'ai été invité. » Il s'est moqué, ajustant ses manchettes. « C'est ça. Écoute, si tu voulais vraiment rester, tu aurais juste dû demander.
J'aurais probablement pu convaincre le maître d'hôtel d'ajouter une chaise pliante dans notre pièce. Tu n'avais pas besoin d'aller bouder dans ton coin. J'ai bu une lente et délibérée gorgée de mon vin. Je ne boude pas. Je profite d'un dîner calme avec mon fils. Tu devrais retourner auprès de tes invités, Corbin. Tu ne voudrais pas qu'ils pensent que tu les négliges. Il a ricané, se penchant plus près pour qu'Arlo n'entende pas. Tu dois toujours tout transformer en compétition, n'est-ce pas? Tu ne pouvais pas juste accepter la défaite et rentrer chez toi. Il a fallu que tu te glisses ici et que tu prétendes être quelqu'un. Profite de la vue, de clan. Rappelle-toi juste qui paye pour la vraie fête ce soir. Il a tapé 2 fois sur la table et s'est éloigné, descendant les marches avec une assurance forcée. Je l'ai regardé retourner dans sa boîte en verre, replaquer ce faux sourire sur son visage et continuer sa comédie. Il pensait m'avoir remis à ma place. Il pensait avoir le dessus. Il n'avait aucune idée que son petit discours arrogant était l'étincelle qui allait allumer la poudrière. Il voulait une vraie fête? J'étais sur le point de lui en donner une. Thaddeus est remonté sur la mezzanine peu après la petite visite de Corbin. Il avait un verre de bourbon à la main et une lueur complice dans l'œil. Il s'est glissé dans la banquette en face de moi, donnant un high-five à Arlo. « Tout est à votre goût, messieurs » a demandé Thaddeus, sa voix fluide comme du gravier. « Incroyable, Thaddeus. »« Vraiment » ai-je répondu. « Je ne peux pas assez te remercier. » Thaddeus a agité la main d'un air dédaigneux. « S'il te plaît, après ce que tu as fait pour mes chaînes d'approvisionnement, quelques steaks sont le minimum que je puisse faire. J'ai vu un type monter ici il y a 1 minute. Il avait l'air un peu agité. C'était le frère? J'ai hoché la tête, posant mes coudes sur la table. C'était Corbin. Il voulait s'assurer que je sache que c'était lui qui organisait la vraie fête ce soir. Thaddeus a ri, un son grave et profond. La vraie fête? C'est amusant, surtout quand on voit à quel point il s'accroche à son portefeuille en bas. J'ai regardé Thaddeus, curieux. Que veux-tu dire? Thaddeus a bu une gorgée de son bourbon et s'est penché. Cette salle privée, la salle B. On ne laisse pas n'importe qui réserver ça un samedi soir. Il y a une règle, très stricte. Pour réserver cette pièce, le groupe doit s'engager sur une dépense minimale obligatoire. Mes oreilles se sont dressées. Une dépense minimale? Oui, a dit Thaddeus, un sourire rusé s'étalant sur son visage. 5 000 $. Si l'addition finale n'atteint pas 5 000 $, nous facturons automatiquement la différence comme frais de privatisation. C'est dans le contrat qu'il signe en réservant en ligne. J'ai regardé la salle B. J'ai vu le serveur apporter une autre tournée d'eau du robinet et quelques petites assiettes de dessert. Corbin et ses amis mangeaient à peine, ils buvaient du vin bon marché. Il n'y avait aucun moyen que leur addition approche les 1 000 $, et encore moins 5 000. Est-ce qu'il le sait? Ai-je demandé, gardant la voix basse. Thaddeus a haussé les épaules. Il a coché une case sur un site web. Qu'il ait réellement lu les conditions générales n'est pas mon problème. D'après ce que me disent mes serveurs, sa note actuelle tourne autour de 600 $. Un sentiment de justice lente et inestimable a commencé à me réchauffer la poitrine. Corbin, l'homme qui avait passé sa vie à essayer d'avoir l'air riche tout en volant son propre frère, allait se prendre une note massive pour une pièce qu'il n'avait réservée que pour frimer. C'était poétique, mais ce n'était pas encore assez. Je voulais m'assurer qu'il se souvienne de cette nuit pour toujours. Je voulais m'assurer qu'il ressente la même piqûre d'humiliation qu'il avait essayé d'infliger à Arlo. Thaddeus, ai-je commencé, une idée prenant racine dans mon esprit. Est-ce que tes chefs pâtissiers font des desserts sur mesure? Quelque chose de grand, quelque chose de ridicule? Thaddeus a levé un sourcil, intrigué. Nous pouvons faire tout ce que tu veux, de clan. À quoi penses-tu? J'ai jeté un coup d'œil à Arlo, qui était occupé à finir ses pommes de terre aux truffes, complètement inconscient des complots qui se tramaient à côté de lui. Thaddeus a renversé sa tête en arrière et a ri fort. Oh, j'aime ta façon de penser. Considère que c'est fait. Nous avons une sculpture en chocolat que le chef meurt d'envie de montrer. Donne-nous 10 minutes. Alors que Thaddeus s'éloignait pour donner l'ordre, je me suis renversé contre le siège en cuir et j'ai pris une grande inspiration. Ce n'était pas seulement une question de vengeance, c'était une question de visibilité. Pendant toute ma vie, ma famille m'avait traité comme si j'étais invisible,
me réduisant pour que Corbin puisse projeter une ombre plus grande. Ce soir, je braquais les projecteurs sur moi, et j'allais m'assurer que l'éclat l'aveugle. Le gars silencieux allait faire du bruit. L'anticipation était une chose physique, bourdonnant dans l'air autour de notre table. Gardant mes yeux fixés sur l'entrée de la cuisine au rez-de-chaussée. En bas, dans la salle B, je pouvais voir Corbin taper sa cuillère contre un verre, se préparant à faire un discours. Il adorait faire des discours. Il s'est levé, a ajusté sa veste et a ouvert la bouche, désignant ses fils jumeaux. Ses amis ont souri poliment, Mav avait l'air de s'ennuyer. Puis la musique a changé. Le jazz doux et sophistiqué qui jouait dans le restaurant s'est soudainement éteint, remplacé par un hymne de cuivre festif et entraînant. Le changement soudain d'ambiance sonore a capté l'attention de tous. Les conversations se sont arrêtées, les têtes se sont tournées. Corbin s'est arrêté au milieu de sa phrase, regardant autour de lui en fronçant les sourcils, clairement agacé que son moment ait été interrompu. Les doubles portes de la cuisine se sont ouvertes en grand, et il en est sorti un spectacle qui défiait la logique. 4 serveurs, vêtus de vestes blanches impeccables, poussaient un énorme chariot en laiton poli. Sur le dessus du chariot se trouvait une montagne à 3 étages d'architecture de chocolat noir, de sucre filé et de caramel. Elle faisait au moins 1 mètre de haut. Mais le vrai spectacle venait de la pyrotechnie. 6 énormes feux de Bengale étaient plantés dans le dessert, projetant des fontaines de lumière brillantes et crépitantes dans les airs. Des paillettes d'or comestibles pleuvaient du niveau supérieur, captant la lumière et étincelant comme de la magie. Toute la salle à manger principale est devenue silencieuse, à l'exception de la musique et du sifflement des feux de Bengale. Les gens ont carrément arrêté de manger, les téléphones ont été sortis pour enregistrer le cortège. C'était fort, c'était voyant et c'était incontestablement spectaculaire. Les serveurs ont dirigé le chariot à travers les tables, se déplaçant avec une précision rodée. Corbin les regardait, un sourire suffisant se formant sur son visage. Il a bombé le torse et s'est penché pour dire quelque chose à Mav. Je savais exactement ce qu'il pensait, il pensait que le restaurant apportait ce chef-d'œuvre dans sa pièce. Il pensait recevoir le traitement VIP qu'il croyait mériter. Il a même fait un pas vers la porte vitrée de sa pièce, prêt à recevoir le grand geste. Mais le chariot ne s'est pas arrêté à la salle B. Il est passé droit devant l'espace vitré, s'est dirigé vers l'escalier et a commencé sa lente ascension vers la mezzanine. J'ai regardé le visage de Corbin alors que la réalité le frappait. Le sourire suffisant a glissé, remplacé par un regard de confusion totale. Ses yeux ont suivi le chariot alors qu'il montait les marches, les feux de Bengale jetant une lueur vacillante sur son visage pâle. Il a regardé les serveurs pousser la monstruosité ridicule et étincelante jusqu'à notre table. La mâchoire d'Arlo est tombée. Il s'est reculé contre la banquette, ses yeux reflétant les étincelles brillantes. « Papa » a-t-il crié par-dessus la musique, « c'est pour nous ?» J'ai souri, un sourire sincère et sans retenue. « Joyeux non-anniversaire, mon grand » ai-je dit. Le chef serveur a transféré précautionneusement le massif dessert sur notre table. L'odeur de chocolat riche et de sucre grillé a rempli l'air. Arlo trépignait pratiquement d'excitation. Il a attrapé sa cuillère, attendant que les feux de Bengale s'éteignent, me regardant comme si j'étais un super-héros. Je n'ai pas regardé le dessert, j'ai regardé en bas vers la salle B. Corbin se tenait immobile, nous fixant à travers le verre. Le contraste était brutal. Il était dans une boîte étouffante avec des verres d'eau à moitié vides et quelques tristes parts de gâteau au fromage. J'étais assis sur un balcon, illuminé par de véritables feux d'artifice, regardant mon fils éprouver une joie pure. Le visage de Corbin était une carte de rage contenue, son cou était rouge, sa mâchoire serrait si fort que je pensais que ses dents allaient craquer. Il ressemblait à un homme qui venait de réaliser que le monde ne tournait pas autour de lui. Mav a laissé tomber sa fourchette sur son assiette, le bruit étant visible même si je ne pouvais pas l'entendre. Elle nous a foudroyés du regard, son calme soigneusement entretenu s'effondrant en une jalousie amère. J'ai levé mon verre de vin une fois de plus, regardant droit dans les yeux de Corbin, et j'ai bu une lente gorgée. Je n'ai pas jubilé, je n'ai pas eu de sourire narquois. J'ai juste laissé la réalité de la situation s'installer sur lui. Il avait essayé de me mettre dans le noir, et j'avais allumé un feu de joie. Les feux de Bengale se sont finalement éteints, laissant une traînée de fumée sucrée dans l'air. Arlo s'est attaqué à la montagne de chocolat, riant alors qu'il avait du caramel sur le menton. Je me suis renversé et je l'ai regardé, ressentant un sentiment de paix que je n'avais pas ressenti depuis des années.
Les chaînes invisibles des obligations familiales me semblaient soudainement merveilleusement fragiles. Mais la soirée n'était pas terminée, le dessert n'était que l'entrée. En bas, j'ai vu un serveur s'approcher de la salle B, portant un porte-addition en cuir noir. Thaddeus avait tenu parole. L'addition arrivait, et alors que le serveur tendait ce petit livret noir à Corbin, je savais que le vrai feu d'artifice allait commencer. J'ai regardé depuis la mezzanine alors que le serveur s'approchait de la salle B, portant ce petit livret en cuir noir contenant la note. Le timing ne pouvait pas être plus parfait. Corbin venait de terminer le toast qu'il portait et se réinstallait dans sa chaise, l'air extrêmement satisfait de lui-même. Il a tendu la main vers le porte-addition avec l'arrogance désinvolte d'un homme qui suppose posséder le monde. Il l'a ouvert, a sorti sa carte de crédit platine et a jeté un coup d'œil sur le papier. Je l'ai vu se produire en ralenti. Le sourire arrogant a disparu de son visage, remplacé instantanément par un regard de choc pur et simple. Ses yeux se sont agrandis et il a eu un mouvement de recul physique, laissant tomber le livret en cuir noir sur la table comme s'il lui avait brûlé les doigts. Il l'a fixé pendant une seconde, puis l'a rattrapé rapidement, le rapprochant de son visage, plissant les yeux sur les chiffres. Il a retourné le papier, vérifié le dos, puis a regardé à nouveau le devant. Mav a remarqué sa réaction. Elle s'est penchée, le front plissé par l'agacement, et lui a demandé quelque chose. Corbin ne lui a pas répondu, il lui a juste enfoncé le reçu dans les mains. Mav y a jeté un coup d'œil et sa mâchoire est littéralement tombée. La façade polie qu'elle portait toujours s'est totalement effondrée. Corbin s'est levé, sa chaise grinçant bruyamment contre le sol. Il a agité la main agressivement, rappelant le serveur à travers le verre. Je ne pouvais pas entendre les mots exacts, mais je pouvais parfaitement lire son langage corporel. Il pointait le papier, puis pointait les assiettes vides sur la table, secouant la tête furieusement. Le serveur, un jeune homme qui avait l'air terrifié, essayait d'expliquer, faisant des gestes d'excuse. Corbin ne voulait rien entendre, son visage prenait une nuance de rouge alarmante. Il piquait une crise de colère au milieu d'un restaurant haut de gamme. Thaddeus, qui se tenait près du comptoir d'accueil, a remarqué le tapage. Il a redressé sa veste et a marché lentement vers la salle B. Il ne s'est pas précipité, il s'est déplacé avec l'autorité tranquille d'un homme qui a toutes les cartes en main. Quand Thaddeus est entré dans la pièce vitrée, la dynamique a changé immédiatement. Corbin a essayé de bomber le torse, s'avançant vers Thaddeus, pointant un doigt sur le reçu. Même depuis le balcon, je pouvais entendre la voix puissante de Thaddeus porter par-dessus le bruit de fond. « Monsieur, il n'y a pas d'erreur, » a dit Thaddeus, son ton ferme et sans compromis. Corbin semblait sur le point d'exploser. « Mais nous n'avons pris que des salades et de l'eau, » a-t-il crié, oubliant entièrement que ses riches amis étaient assis là, à l'écouter se disputer parce qu'il était radin. « Vous ne pouvez pas me facturer 5000 $ pour une pièce. »« Je le peux, et je le ferai, » a répondu calmement Thaddeus. « Vous avez réservé un espace d'exception lors de notre soirée la plus chargée, empêchant d'autres clients payants de l'utiliser. Si vous souhaitiez un dîner décontracté, la salle à manger principale était disponible. Vous avez choisi la salle VIP, vous devez payer le prix VIP. » Les amis de Corbin fixaient la nappe, l'air incroyablement mal à l'aise. Il assistait au glissement du masque de l'enfant roi, révélant le fraudeur désespéré et obsédé par le statut qui se cachait en dessous. Mav serrait son sac à main, le visage pâle, semblant vouloir disparaître sous le plancher. Corbin a bafouillé, a essayé de se disputer à nouveau, mais Thaddeus est resté là, inamovible comme une montagne, attendant la carte de crédit. J'ai décidé qu'il était temps de partir. Le spectacle était terminé et le final était meilleur que tout ce que j'aurais pu imaginer. J'ai demandé l'addition à mon serveur. Il a souri et a dit que Thaddeus s'en était déjà occupé. Je l'ai remercié, j'ai fouillé dans mon portefeuille et j'ai sorti 10 billets neufs de 100 $. Je les ai tendus au serveur, lui disant de partager ces 1000 $ entre les membres du personnel qui nous avaient servi ce soir. J'ai aidé Arlo à mettre son blazer, et nous avons descendu le grand escalier. Alors que nous traversions la salle principale, nous dirigeant vers la sortie, notre chemin nous a conduits juste devant la porte ouverte de la salle B et Corbin était en train de donner à contre-cœur sa carte de crédit, sa main tremblant visiblement. Il a levé les yeux au moment où nous passions. Nos regards se sont croisés. Je n'ai pas dit un mot, je n'en avais pas besoin. Je lui ai juste fait un hochement de tête lent et poli, le genre qu'on donne à un inconnu dans la rue, et j'ai continué à marcher.
Le regard de défaite pure et agonisante sur son visage est une image que je garderai avec moi pour le reste de ma vie. Arlo et moi sommes sortis dans l'air frais de la nuit, laissant Corbin payer le prix de sa propre arrogance. Les retombées ont commencé à 8 heures précises le lendemain matin. Mon téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine, brisant le silence paisible de ma routine du dimanche. J'ai regardé l'écran, c'était tante Béatrice. Béatrice était la commère en chef de la famille et le messager désigné. Chaque fois que Corbin piquait une crise, Béatrice était envoyée pour culpabiliser celui qui l'avait contrarié. J'ai laissé sonner. Ça a sonné encore et encore. Enfin, j'ai décroché. Declan, qu'est-ce qui ne va pas chez toi, a hurlé Béatrice à la seconde où j'ai répondu. J'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. As-tu perdu la tête pour humilier ton frère comme ça devant ses amis? As-tu la moindre idée du stress que tu lui as causé? J'ai versé une tasse de café en gardant une voix totalement plate. Je n'ai humilié personne, Béatrice. J'ai dîné avec mon fils. Ne joue pas à ça avec moi, a-t-elle répliqué. Corbin nous a tout dit. Il a dit que tu as fait irruption dans le restaurant, exigé une table spéciale juste pour lui porter préjudice, et qu'ensuite tu as réussi à convaincre le directeur de le surfacturer. Il est endetté maintenant à cause de tes gamineries. J'ai carrément ri, un rire sec et rude. Corbin a réservé une pièce avec un minimum de 5 000 $ et a essayé de commander des salades d'accompagnement. Il s'est surfacturé lui-même. S'il n'a pas les moyens de jouer aux riches, il ne doit pas réserver la salle VIP. Tu es incroyablement égoïste, Declan, a sifflé Béatrice. La famille est censée se soutenir. J'ai raccroché et j'ai bloqué son numéro. J'ai bu une gorgée de mon café, sentant mon cœur s'accélérer. C'était la première fois de ma vie que je raccrochais au nez d'un membre de la famille. 10 minutes plus tard, ma mère a appelé. L'approche de Rosalyn était différente, elle ne criait pas, elle armait la culpabilité. Declan. Mon chéri, a-t-elle soupiré dans le combiné, semblant totalement épuisée. S'il te plaît, dis-moi que tu vas régler ça. Régler quoi, maman? La facture de carte de crédit de ton fils? Elle a dit que c'était la chose la plus évidente au monde. Il a dû mettre cette charge de restaurant ridicule sur sa carte d'urgence. Tu sais, lui et Mav ont de grosses dépenses en ce moment. J'ai besoin que tu lui transfères 2500 $. Considère cela comme un partage du fardeau. Vous êtes frères après tout. Je suis resté là à regarder par la fenêtre, observant les feuilles souffler dans le jardin. L'audace était à couper le souffle. Après des années à regarder Corbin me voler, me rabaisser et écarter mon fils, elle voulait que je paye pour sa tentative ratée de frimer. Non, ai-je dit. Pardon? La voix de Rosalyn s'est durcie, le numéro de la mère aimante tombant instantanément. J'ai dit, non, je ne paye pas pour son dîner. Je ne paye pas pour son ego, et j'en ai fini de le dépanner pendant qu'il me traite comme une ordure. Ne m'appelle plus jamais pour ça. J'ai terminé l'appel et je l'ai bloqué aussi. Au cours de la semaine suivante, j'ai bloqué 3 autres cousins et un oncle. J'ai coupé les filets, dans le silence qui a suivi, quelque chose de formidable s'est produit, j'ai respiré. J'ai concentré toute cette énergie que je gâchais dans les drames familiaux sur mon travail. Mon cabinet de conseil avait postulé pour une refonte logistique massive pour une chaîne de distribution nationale, c'était le plus grand contrat que j'ai jamais visé. 2 mois après l'incident du restaurant, j'ai eu l'appel, nous avons remporté l'appel d'offres. Un contrat de 2,5 millions de $. C'était un montant qui changeait une vie. Cela signifiait la sécurité pour l'avenir d'Arlo, un fonds pour ses études, une maison entièrement payée. Mais il y avait un rebondissement magnifiquement ironique à ce succès. La société mère de la chaîne de distribution avec laquelle nous venions de signer était un conglomérat immobilier et financier massif, c'était le conglomérat exact où Corbin travaillait comme cadre moyen régional. J'étais désormais consultant pour les dirigeants qui signaient ces fiches de paie. Je ne l'ai dit à personne, j'ai gardé la tête basse et j'ai fait le travail. 6 mois ont passé dans une paix totale. Puis une enveloppe est arrivée dans ma boîte aux lettres, un papier épais couleur crème avec un lettrage en feuille d'or. C'était une invitation pour le 70e anniversaire de ma mère. Ce n'était pas seulement une invitation, c'était une convocation. Corbin l'avait organisée, il essayait de remettre le plateau de jeu à zéro. Il me voulait de retour dans le rang, à nouveau sous sa coupe pour pouvoir prétendre que tout était normal. J'ai regardé l'invitation,
sentant une résolution froide et dure s'installer dans mon estomac. Il me tendait un piège, il voulait réaffirmer sa domination devant toute la famille. Mais je n'étais plus le même homme qu'il avait essayé d'humilier 6 mois plus tôt. Je savais exactement ce que Corbin planifiait. Le lieu pour les 70 ans de ma mère était un country club, il appartenait à un endroit dégoulinant de prétentions de haute société. Il voulait l'avantage du terrain. Il s'attendait à ce que je me présente seul, portant mes pantalons habituels achetés sur râteau, prêt à subir une soirée de remarques passives-agressives sur mon mode de vie modeste pendant qu'il jouerait l'autre riche et prospère. Il avait besoin d'un public pour valider sa supériorité, et j'étais censé être son accessoire préféré. Mais je n'allais plus jouer les accessoires. S'il voulait un spectacle, j'apportais toute l'équipe de production. La première personne que j'ai appelée était Deline. Nous sortions ensemble depuis environ 4 mois. Deline était auditrice financière judiciaire senior pour un grand cabinet d'expertise comptable. Elle passait ses journées à décortiquer des réseaux financiers complexes et à exposer la fraude d'entreprise. Elle était brillante, férocement indépendante et possédait un calme effrayant sous la pression. Je lui ai raconté toute l'histoire de ma famille, le restaurant, le prêt de la moto, tout. Je lui ai demandé si elle voulait venir au dîner. Je ne manquerai ça pour rien au monde, a-t-elle dit, ses yeux étincelant d'une précision analytique. Allons chasser. La deuxième personne que j'ai contactée était l'oncle Évandé. Évandé était le frère aîné de mon père, le mouton noir de la famille élargie parce qu'il refusait de jouer le jeu de Rosalyn. C'était un ingénieur en structure à la retraite, cash, honnête et la seule personne dans cette famille qui se souvenait de mon anniversaire quand j'étais enfant. Il s'était distancé de ma mère et de Corbin il y a des années. Mais quand je lui ai raconté ce qui se passait, il a ri doucement. « Je vais dépoussiérer mon bon costume, de clan », a-t-il dit. En parlant de costume, j'ai réalisé que j'avais besoin d'une armure. Je venais de signer un contrat de 2,5 millions de dollars, il était temps que j'en ai l'air. Je suis allé chez un tailleur sur mesure en centre-ville. Je ne voulais rien de voyant ou de bruyant, je voulais quelque chose qui crie le pouvoir tranquille. Nous avons opté pour un costume 3 pièces gris anthracite taillé à la perfection, coupé dans une laine italienne. Quand je l'ai mis pour l'essayage final, je me suis à peine reconnu. Le gars fatigué et anxieux qui déchargeait des camions au milieu de la nuit avait disparu. La semaine précédant le dîner, j'ai ressenti un étrange sentiment de calme. Je n'étais ni anxieux ni en colère, je me sentais comme un joueur d'échecs qui savait déjà que le mat était inévitable en 3 coups. Corbin avait passé toute sa vie à bâtir un château de cartes, comptant sur mon silence pour le maintenir debout. Ce soir, j'allais ouvrir une fenêtre. Nous avons organisé de nous retrouver dans le hall du country club. Quand Deline est entrée, mon souffle s'est coupé. Elle portait une robe en soie vert émeraude élégante, sobre et incontestablement coûteuse. L'oncle Évandé est arrivé peu après, impeccable dans un costume marine classique, s'appuyant légèrement sur une canne à embout d'argent. « Sommes-nous prêts à faire face au peloton d'exécution » a demandé Évandé, un sourire railleur sur son visage ridé. J'ai ajusté mes manchettes, sentant le poids de la laine sur mesure contre mes épaules. « Nous ne faisons pas face à un peloton d'exécution, Évandé, ai-je répondu d'un ton égal. C'est nous, le peloton d'exécution. Nous avons marché le long du long couloir moquetté vers la salle de banquet privée. J'entendais les sons étouffés de rires forcés et de verres entrechoqués. Corbin avait probablement invité chaque tante, oncle et cousin qui pouvaient le tolérer. J'ai posé une main sur la lourde poignée de porte en laiton, j'ai pris une dernière inspiration et je l'ai poussée. Le piège était tendu, mais Corbin n'avait aucune idée de ce qu'il venait d'attraper. La lourde porte en chêne de la salle de banquet s'est ouverte, et nous sommes entrés tous les 3. La pièce était de manière prévisible somptueuse, remplie de tables rondes drapées de lin blanc et de centres de table de rose blanche. Environ 30 membres de la famille étaient dispersés, tenant des flûtes de champagne. Corbin se tenait près de la table d'honneur, faisant sa comédie comme d'habitude. Quand il a vu les portes s'ouvrir, son sourire arrogant signature a flanché. Il s'attendait à ce que je me glisse silencieusement par le fond, l'air mal à l'aise. Au lieu de cela, je suis entré flanqué d'une femme splendide et sûre d'elle, et du seul oncle qui refusait de s'incliner devant lui. Et je portais un costume qui coûtait clairement plus cher que toute sa garde-robe. La pièce est devenue entièrement silencieuse. On pouvait entendre la glace fondre dans les verres. Rosalyn, ma mère, me fixait depuis son siège d'honneur, la bouche légèrement ouverte. Tante Béatrice a failli faire tomber son verre.
Corbin s'est ressaisi rapidement, replaquant son faux sourire, bien que ses yeux balayaient nerveusement. Declan, a-t-il lancé, sa voix un peu trop forte. Tu as réussi à venir, et tu as apporté des invités. J'ai marché droit vers lui, le bras de Deline glissait gracieusement sous le mien, et Vendée suivant légèrement derrière avec une expression amusée. Bonjour, Corbin, ai-je dit, ma voix stable, portant facilement à travers la pièce silencieuse. Maman, joyeux anniversaire. J'ai présenté Deline à la foule. Corbin l'a regardé de haut en bas, son insécurité s'enflammant instantanément. Eh bien, a-t-il ricané, essayant de reprendre le dessus. Tu t'es certainement sur ton 31, petit frère. As-tu loué cette tenue pour l'occasion? Où est-ce que l'entrepôt logistique t'a enfin donné une promotion? Quelques-uns de ses fidèles moutons ont ri nerveusement. Je n'ai pas flanché, j'ai juste souri. En fait, est intervenue Deline, sa voix fluide comme du verre, portant un ton de perplexité polie, Declan ne travaille pas dans un entrepôt, Corbin. Il possède le cabinet de conseil qui vient de restructurer la chaîne d'approvisionnement de votre société mère. Le silence qui a suivi était absolu. Deline a bu une gorgée de son champagne et a continué, semblant amnésique de la bombe qu'elle venait de lâcher. C'était une entreprise massive. Le conseil d'administration de votre conglomérat a été très impressionné. Ils ont signé un contrat de 2,5 millions de dollars avec le cabinet de Declan la semaine dernière. Je crois que le PDG a mentionné que votre division spécifiquement avait besoin de beaucoup de redressement structurel. Le visage de Corbin a pris la couleur de la cendre. Il a fixé Deline, puis moi, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Le cadre régional, le gars qui avait passé sa vie à prétendre être un titan de l'industrie, venait de réaliser que son petit frère était essentiellement consultant pour ses patrons ultimes. 2,5 millions, a chuchoté tante Béatrice à voix haute dans la pièce calme. J'ai juste continué à sourire. Les affaires vont bien, Corbin. Mais nous sommes ici pour célébrer maman, n'est-ce pas? Corbin a avalé sa salive difficilement, tirant sur son col. C'est ça. Oui. Prenez siège. La dynamique de pouvoir dans la pièce a volé en éclats et s'est reconstruite en quelques secondes. Pour le reste du vin d'honneur, des membres de la famille qui m'avaient ignoré pendant une décennie se sont soudainement pressés à mes côtés, posant des questions sur mon entreprise, complimentant Deline, et essayant d'obtenir mes faveurs. J'étais poli mais distant, je savais exactement qui ils étaient. Corbin s'est retiré dans un coin, buvant beaucoup, me foudroyant du regard avec un mélange de haine et de panique pure. Le dîner a été servi, et la tension était assez épaisse pour être coupée au couteau à steak. Rosalyn a essayé de forcer une conversation joyeuse, mais ses yeux continuaient de se lancer nerveusement vers moi. Elle savait que le contrôle sur lequel elle avait compté pendant des années avait disparu. Alors que les assiettes de dessert étaient débarrassées, les portes de la salle de banquet se sont ouvertes une fois de plus. Un homme plus âgé dans un costume gris strict est entré. Portant une mallette en cuir, il a regardé autour de la pièce, a repéré notre table et a marché directement vers l'oncle et Vendée. Corbin s'est levé, l'air affolé. Excusez-moi, c'est une fête privée. Qui êtes-vous? L'homme l'a ignoré. Il a atteint et Vendée, lui a serré la main et s'est tourné pour faire face à la pièce. Je m'appelle Lurin, a-t-il annoncé, sa voix portant le ton distinct et sec d'un avocat chevronné. Je suis l'exécuteur du testament de feu le grand-père. Je suis ici pour exécuter une clause obligatoire déclenchée par des découvertes récentes. Corbin s'est figé. Le grand final était arrivé. Pour comprendre pourquoi la présence de Lurin était un cauchemar pour Corbin, il faut savoir pour le domaine. Avant que mon grand-père ne meure, il a placé son bien le plus précieux, une vaste propriété en bord de lac avec plusieurs chalets de luxe d'une valeur de plus de 4,2 millions de dollars dans une fiducie familiale. Corbin avait toujours agi comme si la propriété lui appartenait, il gérait les locations, percevait les revenus et l'utilisait comme sa résidence de vacances personnelle pour impressionner ses amis. Rosalyn le laissait faire parce qu'à ses yeux, Corbin était l'héritier légitime du patrimoine familial. Mais la fiducie n'était pas un simple héritage. Mon grand-père était un homme avisé, il avait vu comment Corbin me traitait quand nous étions enfants, et il avait vu comment ma mère le cautionnait. Il avait donc intégré une sécurité dans la documentation de la fiducie. Lurin a ouvert sa mallette et en a sorti une épaisse pile de documents juridiques. En tant qu'exécuteur, je suis tenu de contrôler la probité éthique des bénéficiaires principaux,
a-t-il commencé en ajustant ses lunettes. La fiducie stipule strictement que la propriété doit être gérée par un bénéficiaire qui fait preuve de responsabilité financière et préserve l'intégrité de la famille. Corbin transpirait abondamment. Écoutez Lurin, quoi que ce soit, nous pouvons régler ça en privé, a-t-il bafouillé en s'avançant vers l'avocat. C'est une exécution formelle des conditions de la fiducie, a répondu froidement Lurin en faisant un pas en arrière. Monsieur Corbin, il est venu à l'attention de la fiducie, via un audit initié par Evandé en tant que partie concernée, que vous vous êtes livré à une fraude financière grave. Rosalin a eu un hoquet de surprise, agrippant ses perles. Une fraude? De quoi parle-t-il, Corbin? Lurin n'a pas attendu de réponse. Il y a 15 ans, vous avez utilisé le numéro de sécurité sociale de Declan pour obtenir un prêt de 8 000 $ pour un véhicule, sur lequel vous avez ensuite fait défaut, forçant Declan à assumer la dette pour protéger son propre crédit. Nous avons sécurisé les documents de prêt originaux et les relevés bancaires traçant les paiements impayés jusqu'au compte de Declan. La pièce a explosé en murmures choqués. Mav a regardé Corbin, ses yeux grands ouverts d'horreur. « Tu as volé l'identité de ton frère » a-t-elle sifflé. « C'était une erreur. »« J'étais jeune » a crié Corbin, sa voix déraillant. « Je l'ai remboursé. »« C'est incontestablement faux » a déclaré Lurin platement. De plus, la fiducie comprend une clause d'intégrité interdisant spécifiquement l'abus émotionnel ou financier délibéré d'un autre membre de la famille ou de ses descendants. Vos actions récentes tentant d'exclure Declan et son fils des événements familiaux, combinées à la fraude documentée, déclenchent la clause de déchéance. Corbin s'est appuyé lourdement contre la table, semblant sur le point de s'évanouir. Déchéance? Oui, a dit Lurin en tendant un document à Corbin. Avec effet immédiat, vous êtes dépouillé de tous vos droits de gestion et de votre statut de bénéficiaire concernant la propriété du lac. La fiducie a choisi de transférer l'intégralité des droits de contrôle et de propriété aux bénéficiaires secondaires. Lurin s'est tourné et a marché vers moi, me tendant un stylo et un bloc de signature. Il m'a tendu les documents. Félicitations, Declan. La propriété est maintenant entièrement sous votre contrôle. J'ai pris le stylo. Je n'ai pas regardé Corbin, j'ai signé mon nom sur la ligne pointillée, sentant le poids de 38 ans d'injustice se soulever enfin de mes épaules. J'étais désormais le seul propriétaire d'un bien de 4,2 millions de $ sur lequel Corbin avait bâti toute son identité. Maman, dis-leur qu'ils ne peuvent pas faire ça, s'est écrié Corbin, se tournant vers Rosalin, sonnant comme un enfant capricieux. Rosalin m'a regardé, des larmes coulant sur son visage. Declan, s'il te plaît, ne lui enlève pas ça. C'est tout ce qu'il a, j'ai regardé ma mère, ne ressentant absolument rien. C'est bien le problème, maman, ai-je dit doucement. Tu l'as laissé bâtir sa vie sur des choses qu'il m'a volées. Plus maintenant. La salle de banquet était une zone de désastre d'ego brisé et d'illusions anéanties. Tante Béatrice fixait ses chaussures, Mav avait attrapé son sac à main et était sortie de la pièce sans regarder son mari. Corbin était effondré sur une chaise, sa tête dans ses mains, complètement anéantie. Je me suis levé, boutonnant ma veste. J'ai marché vers la table d'honneur où Corbin était assis. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas jubilé. J'ai parlé avec la précision calme et froide d'un auditeur délivrant un rapport final. Corbin, ai-je dit, le regardant de haut, tu as 30 jours pour vider tous tes effets personnels du chalet principal. Tu remettras les clés, les registres de location et tous les identifiants pour les sites de réservation à mon avocat d'ici la fin de la semaine. Si tu mets un pied sur la propriété après le 30 de ce mois, je te ferai arrêter pour violation de propriété privée. Corbin a levé les yeux vers moi, ses yeux rouges et humides. Tu es en train de me détruire, a-t-il chuchoté, sa voix tremblant. Tu me prends tout. J'ai secoué la tête lentement. Je n'ai rien pris, Corbin. Tu as tout gâché. Tu as tout gâché chaque fois que tu as choisi la cruauté plutôt que la gentillesse. Tu as tout gâché quand tu as volé mon identité. Et tu as tout gâché la nuit où tu as dit à mon fils qu'il n'était pas assez bien pour s'asseoir à une table. Je ne fais que nettoyer le gâchis que tu as laissé derrière toi. Je me suis tourné vers ma mère qui sanglotait doucement dans une serviette. Maman, j'espère que tu auras un joyeux anniversaire. Je le pense vraiment, mais c'est la dernière fois que j'assiste à l'un de ces rassemblements. Tu as choisi ton préféré il y a longtemps, maintenant, tu dois vivre avec lui. J'ai offert mon bras à Adeline. Elle l'a pris,
un sourire fier et tranchant sur le visage. L'oncle Évandé m'a tapé sur l'épaule, un regard de profonde satisfaction dans les yeux. Ensemble, nous sommes sortis tous les trois de la salle de banquet, les lourdes portes en chêne se refermant silencieusement derrière nous, coupant le bruit toxique d'une famille à laquelle je n'appartenais plus. Quand nous sommes arrivés sur le parking, l'air frais de la nuit avait le goût d'une liberté absolue. Deline a appuyé sa tête contre mon épaule. « Tu as géré ça parfaitement », a-t-elle dit doucement. J'ai conduit vers la maison cette nuit-là en me sentant plus léger que je ne l'avais jamais été. Je suis rentré dans ma maison, payé par mon propre travail acharné, et je suis allé voir Arlo. Il dormait profondément dans son lit, un gant de baseball reposant sur sa table de chevet. J'ai remonté la couverture sur ses épaules et je suis resté là pendant un long moment, à le regarder respirer. Mon silence pendant toutes ces années n'était pas de la faiblesse, c'était juste le temps dont j'avais besoin pour aiguiser mon épée. Je l'avais enfin utilisé, non pas pour attaquer, mais pour couper les cordes qui me tiraient vers le bas. Quand l'histoire a fui, quelques proches éloignés m'ont envoyé des messages, me traitant de sang-froid et d'impitoyable pour avoir pris la propriété et coupé les ponts avec ma mère. Ils ont dit, la famille, c'est la famille quoi qu'il arrive. Alors, je me tourne vers vous, le jury d'Internet, quand votre propre sang passe sa vie à vous maintenir la tête sous l'eau, et que vous décidez enfin de couper l'encre et de les laisser couler dans l'océan qu'ils ont créé. Ai-je tort? Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Si cette histoire a résonné en vous ou si vous avez déjà dû couper les ponts avec des membres toxiques de votre famille pour protéger votre paix, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Partagez vos propres expériences dans les commentaires ci-dessous. Et rappelez-vous, parfois, la meilleure vengeance est simplement une vie bien vécue. À bientôt dans la prochaine vidéo.